confins du Sahara, les chameaux observent avec philosophie une scène de la vie moderne qui rompt délibérément avec les images traditionnelles du désert à l'usage des touristes. Des gosses jouent au football, pieds nus sur le sable brûlant, comme ces enfants rieurs et bronzés que l'on voit courir après la balle sur les plages ensoleillées de la Côte d'Azur. Mais ici, emportés par l'ivresse du jeu, les jeunes sportifs n'ont même pas songé à retirer leur gandoura. Et l'un d'eux, pour pouvoir courir plus vite, est obligé de tenir un pan de son vêtement entre les dents. On retrouve le même spectacle dans les faubourgs des grandes et des petites villes d'Algérie. Le foot y est à l'honneur, au moins autant que sur les terrains vagues de Paris. Oui, le football a fait la conquête de l'Algérie. Il a même conquis Gardaïa, la vieille capitale du Mzab. La ville, descendue de son monticule, s'étend aujourd'hui comme une coulée blanche sur le désert et s'enorgueillit d'un terrain de football réglementaire. Sous l'impulsion d'un père blanc sportif qui ne dédaignait pas lui-même de taquiner la balle en robe de bure, une solide équipe s'était constituée il y a quelques années. Bien sûr, on n'avait pas encore osé jeter la gandoura aux orties pour la troquer contre un maillot et une culotte. Bien sûr, les règles étaient encore imprécises pour les joueurs et le terrain dur et poussiéreux n'évoquait que de très loin la verte pelouse de Colombes. Mais enfin, on découvrait avec curiosité le football. Le sport d'équipe, nouvelle religion révélée par le bon père, qui savait prêcher d'exemple, n'allait pas tarder à recruter de nombreux prosélytes, conquis d'emblée par ce jeu passionnant. Dans l'ambiance familiale qu'il aime par-dessus tout, nous faisons connaissance avec Carizio, capitaine, entraîneur et gardien de but de la fameuse équipe d'Oran, le Gallia. Bien qu'il soit sérieusement handicapé par une blessure à la main, Carizio s'est cassé un auriculaire, c'est le meilleur goal de l'Oranie. Lorsqu'il se rend au stade pour diriger l'entraînement du Gallia, Carizio ne manque jamais de faire une petite halte chez le marchand de Kalentika, cette friandise typiquement oranaise, faite de pâtes de pois chiches sucrées. Sa popularité lui vaut toujours quelques menues faveurs. En Algérie, plus encore que partout ailleurs, les exploits sportifs font rêver les jeunes imaginations. Les galopins d'Alger et d'Oran sont des supporters diligents pour leurs clubs respectifs, comme ceux de Nîmes ou de Reims. Carizio est devenu tout naturellement l'idole des jeunes Oranais, à tel point que lorsqu'au café il s'amuse au football de table, il le contemple avec autant d'admiration que s'il disputait la finale de la Coupe d'Afrique du Nord. Avant l'entraînement, comme avant le match, Carizio entoure d'un bandage sa main blessée et la protège d'un gant spécial. Grâce à cette précaution, il a pu faire toute la saison sans interruption malgré sa blessure. Une séance d'entraînement personnel pour commencer. Le capitaine du Gallia fait bombarder ses buts de tous les côtés. Détente, souplesse, promptitude des réflexes, esprit de décision, audace, ces qualités innées chez un goal de classe ne se développent et ne s'entretiennent que par un travail constant. Carizio le sait parfaitement et c'est pour cela qu'il est très dur avec lui-même. Mais il n'oublie pas qu'il est aussi responsable de la forme de ses coéquipiers. Et c'est avec une rare conscience qu'il dirige leurs exercices. L'entraînement du footballeur, qui doit être capable de contrôler la balle, aussi bien de la tête que du genou ou du pied, et dans n'importe quelle position, ressemble en tout point à celle du jongleur. Ici, autant qu'au cours d'un match, le capitaine se rend compte de la maîtrise et de la forme de chaque joueur. Et il recueille de précieuses indications pour la formation de son équipe. Le stade d'Oran, où Carizio entraîne ses hommes, connaîtra le dimanche suivant une telle affluence que le trop-plein devra se déverser sur la colline voisine. Les supporters d'Alger arborent de fières moustaches à l'occasion du match de leur club ASSE contre le Gallia d'Oran en demi-finale de la Coupe d'Afrique du Nord. Quelque chose comme un Lille Racing. Présentation des équipes. Les Saint-Eugénois sont en maillot rayé, les Oranais ont des parements en forme de V. Coup d'envoi.
L'enjeu est d'importance et dès les premières escarmouches, on note une résolution et une ardeur extrême chez les 22 joueurs. Tandis que, massés sur les gradins populaires, les supporters du Gallia encouragent chaleureusement leur équipe, ceux d'Alger, à l'ombre des tribunes couvertes, sont menacés d'une extinction de voix collective. Le Gallia part à l'attaque, jetant la consternation sur les travées algéroises. Mais la réaction du 11 de Saint-Eugène ne se fait pas attendre. Les deux équipes rivales cherchent tour à tour à concrétiser leur supériorité. La SSE domine maintenant et Carizio doit s'avouer battu. Les deux adversaires pratiquent délibérément un jeu de coupe. De part et d'autre, les joueurs ne manquent certes ni d'ardeur ni de virtuosité, mais les offensives ne sont pas toujours solidement construites. Faisant preuve de qualité et de défauts presque équivalents, ni le Gallia ni la SSE ne parviendront à se départager. Un but du Gallia va égaliser la marque. Devant ses bois, Carizio joue ardemment son double rôle de goal et d'entraîneur. En surveillant attentivement l'adversaire, il donne à ses hommes des indications de jeu. Nouvelle offensive éclair des Saint-Eugénois. Le camp oranais est en alerte. Mais un magnifique plongeon boulé de Carizio sauve encore une fois la situation. Et cette partie si chaudement disputée se terminera sur un score nul. Le match prend fin. Dans un café de la rue d'Arzeux, la grande artère oranaise, Carizio, entouré d'une cour d'admirateurs, savoure comme du petit lait compliments et flatteries. C'est grâce à de tels joueurs que le football connaît un essor prodigieux en Algérie. C'est incomparable terrain de culture pour cette plante saine et vivace, le sport. Le décor et les personnages ont changé. Nous sommes dans un club ultra sélect d'Alger, fréquenté par la gentry locale. Le jeune Algérois Dubuisson, l'espoir français du tennis, champion de France des juniors, se bat contre un ancien première série, Poulaillon. Tandis que les deux hommes jouent de la raquette, les pin-up de la haute société algéroise minaudent, papotent, dégustent du thé, bridge, exactement comme font les séduisantes habituées du racing sous les ombrages de la Croix-Catlan. Quelquefois aussi on joue au tennis, mais on prend surtout des leçons en observant et en commentant les drives et les revers de Dubuisson qui feront un jour parler d'eux dans le monde. Ce lieu agréable et reposant est exactement ce que certains grincheux appellent, avec une nuance de mépris, un endroit chic, où le sport, selon eux, sert uniquement de prétexte à des passe-temps très snobs. De tels clubs se livrent plus sérieusement qu'on ne croit à une prospection en profondeur. Le tennis est un jeu qui correspond admirablement au tempérament français. Tous les vrais sportifs déplorent qu'ils subissent en ce moment une éclipse, il faut l'espérer passagère. Peut-être parmi ces jeunes se révélera-t-il un jour prochain quelques Lacoste, quelques Cochet ou quelques Borotra qui permettront à la France de renouer la série de ses brillants succès internationaux. Cette simple coupe, remise à Dubuisson, à grand renfort de poignée de main, puisse-t-elle prendre bientôt la forme et surtout la valeur de la Coupe Davis. Indifférent à l'affiche de boxe qui annonce le championnat de France des mi-lourds, cet Algérois va faire sa sacro-sainte partie de billard. C'est ce qu'on appelle un fin joueur, du doigté, du coup d'œil, une parfaite maîtrise de soi, bref, l'antithèse absolue de l'amateur de sport violent. Quant à la profession de ce joueur de billard, elle ne dénote pas non plus un goût excessif du risque. Il est vendeur de billets de loterie. Avec un soin méticuleux de fonctionnaire, il compte et recompte les 10 billets de 5000 francs que vient de gagner un de ses heureux clients. Mais celui-ci ne s'estime pas encore satisfait. Il exige un petit supplément, une dédicace. Car ce vendeur de billets, les sportifs l'ont déjà reconnu, n'est autre que le champion d'Europe Albert Yvel, la coqueluche de Bab el-Oued.
Yvel a la réputation d'être un des plus magnifiques athlètes d'Afrique du Nord. Il suffit d'assister avec son manager à une de ses séances de massage pour se rendre compte que cette réputation n'est pas usurpée. C'est un remarquable produit de cette vieille terre d'Algérie où se sont croisées tant de races. Admirez ses biceps. Au Majestic d'Alger, pour le championnat de France des mi-lourds, Yvel, qui porte une culotte blanche, rencontre ce soir Aïra Bédian. Les adversaires cherchent la distance et le combat s'engage. Dès le début, même pour un profane, la supériorité de l'Algérois est évidente. Meilleure garde, jeu de jambes plus souple, coup plus précis, le style d'Yvel est incontestablement d'une classe au-dessus. Si Aïra Bédian tente d'amorcer une attaque, il est aussitôt contré par un adversaire très maître de lui qui sait trouver la faille et porter des coups efficaces. Au cours des premiers rounds, Aïra Bédian, qui se défend très courageusement, essaie à plusieurs reprises de prendre en défaut son coriace adversaire. Mais Yvel est sur ses gardes, prêt à parer à chaque coup dangereux et à contre-attaquer de façon fulgurante. Aïra Bédian, acculé dans les cordes, ne réagit plus que mollement. Yvel sent que l'instant est venu de forcer la décision. Il place une très belle série à la tête, qui va achever d'user la courageuse résistance d'Aïra Bédian. Et c'est la victoire d'Yvel par abandon. Le jeune boxeur est l'objet d'une ovation délirante. Les cinéastes entourent le champion de France. Le rude vainqueur, redevenu très fleur bleue, remercie son public. La nouvelle de la victoire d'Yvel se répand comme une traînée de poudre à travers toute l'Algérie. Dans les villes, elle court les rues, au rythme allègre des jambes brunes des petits crieurs de journaux, qui n'auront pas à subir, heureusement, le triste sort du coureur de marathon. Robustes, légers et musclés, ces enfants sont taillés pour la course. Ce sport de base, qui constitue le premier pas sur le chemin de l'athlétisme et ouvre la voie à tous les autres sports. Combien d'adolescents qui courent pieds nus sur les routes d'Algérie rêvent de la gloire d'un mimoun. On en voit traverser d'un pied léger le pont du Rumel à Constantine. On en voit bondir sur la rivière de rocher en rocher. Ils ne savaient pas si bien courir, dès leur plus jeune âge, les athlètes algériens ne sauraient peut-être pas si bien nager. Cela commence par de folles baignades dans un gouffre du Rumel, et cela finit parfois dans une épicerie. Seulement, cet épicier-là, c'est le fameux Belhadj, champion d'Algérie des 100 mètres nage libre. Belhadj est le plus habile faiseur de date de Constantine. Mais dès que son commerce lui laisse quelques libertés, il se précipite sur la cachette où il range son maillot et en route. La marmaille le guette à sa sortie et son voisin, l'ancien combattant de 14, lui fait un signe amical. Belhadj est l'enfant chéri de la Médina. En allant à l'entraînement, Belhadj ne manque jamais d'aller dire un petit bonjour en passant à ses amis, les gosses du Rumel. Il est un des leurs, il a fait ses premières brasses à leur âge. Maintenant, c'est un champion.
À lui la grande piscine de Constantine, d'où sont sortis déjà Nakache et 20 autres champions internationaux. En compagnie d'une jeune championne, Belhadj s'entraîne. Il s'attache énergiquement à développer en lui les qualités de résistance, d'endurance et d'harmonie qui font les grands nageurs, ceux qui, dans les compétitions étrangères, sont appelés à défendre les couleurs de leur pays et à en accroître le prestige sportif. Sous la direction de son entraîneur, il cultive jour après jour son style et perfectionne sa technique du virage. Cependant, à la piscine municipale d'Alger, une accorte naïade semble s'intéresser vivement aux jumeaux Bernardo, deux splendides gaillards qui se ressemblent tellement qu'il est bien difficile de préférer l'un à l'autre. Pour l'instant, c'est Jo qui semble marquer des points. Mais Kals, l'entraîneur des deux champions, veille au grain. Le sport avant tout. Qu'à cela ne tienne, un de perdu, un de retrouvé. Les frères Bernardo ne sont-ils pas un seul et même phénomène de dédoublement? Tiens, Bernard a laissé pousser ses moustaches. Il en a assez sans doute d'être pris pour son frère. Hélas, Jo et Bernard auront toujours un point commun, leur intransigeant entraîneur. Allons Bernard, à la flotte comme tout le monde. Pas de chance, mademoiselle. Ah non, tout de même, ce Bernardo-là est un peu jeune. Pendant ce temps, Jo et Bernard, sous l'œil attentif de Kals, nagent avec un bel ensemble. À eux deux, dès l'âge de 19 ans, ils totalisaient 19 records de France, d'Afrique du Nord et d'Algérie. Jo est recordman de France des 800 et 1500 mètres nage libre. Quant à son frère, il est champion d'Afrique du Nord de brasse. Tous deux se classent parmi les meilleurs nageurs français du moment et leur notoriété égalera bientôt celle de Nakache ou de Valeret. C'est grâce à la modernisation de son équipement que l'Algérie est à même de produire de tels champions. Une fois par an, ce panneau a l'air d'une ironie. Le jour de la populaire épreuve de la traversée du port d'Alger à la nage, dont cette fois les Bernardo seront les vedettes. Devant l'admirable panorama de la ville blanche, étagé autour de sa baie, comme les gradins d'une immense piscine, un radeau est lentement remorqué jusqu'au point de départ. Plus de 100 concurrents, la fine fleur de la natation algéroise, sont engagés dans l'épreuve. Et cela fait un beau plongeon. Dès les premières brasses, la classe internationale parle. Les Bernardo se détachent, du lot imposant des concurrents. Les plus vigoureux d'entre eux vont s'efforcer de remonter le courant. Peine perdue. Les deux jumeaux prennent une avance de plus en plus considérable. Ils sont à présent nettement détachés. Alors c'est une lutte fratricide qui s'engage, à l'écart de la foule des suiveurs. Jo, mieux taillé que son frère pour la nage de fond, surclasse Bernard dans le sprint. Il lui prend plusieurs longueurs. Et en se frayant un chemin à travers les détritus du port, Jo aborde en vainqueur au quai que rendit célèbre le film Pépé le Moco. Quant à Bernard, il devra se contenter de la place de brillant second. Les deux frères sont déjà habillés et reçoivent les félicitations de leur entraîneur lorsque les derniers concurrents touchent enfin au but. Plus que jamais inséparables, les sympathiques champions vont fêter leur victoire en faisant pétarader joyeusement leur moto à travers les rues d'Alger. Mais c'est à 1600 km de là, à Paris, qu'un champion algérien trouve la grande consécration, celle que recherchent ardemment les sportifs de toutes les spécialités. Au hasard des Champs-Élysées, nous rencontrons Salva, qui a eu la chance d'atteindre à cette position enviée. Un jour viendra, peut se dire n'importe quel athlète d'Algérie, où je pourrai mener moi aussi dans la capitale la plus accueillante du monde, l'existence dorée qui est celle de Salva, de sa charmante femme et de sa fille française.
Il est certain que Salva a brillamment réussi, au prix, il est vrai, de beaucoup d'efforts. Pour Francette, l'excellent arrière du Racing Club de Paris est prêt à dévaliser tous les kiosques de l'avenue. Mais lui, il ne consent jamais à faire la moindre entorse à son régime sportif. Évidemment, l'état de footballeur professionnel ne comporte pas seulement des promenades familiales dans les jardins publics de Paris. Il y a l'entraînement. Mais celui que préconise Paul Baron n'est pas tellement déplaisant. Sur le terrain de golf de Marly-le-Roi, Salva s'est rendu célèbre par sa fantaisie bon enfant. Le succès ne lui a jamais tourné la tête, car il a la tête solide. Les photographes et les starlettes mascottes qui papillonnent autour de l'équipe vedette de Paris, surtout à la veille d'un match de coupe, ne tarissent pas d'éloges sur la modestie et la gentillesse de Salva. Et voici qu'arrive le jour dont rêve chaque sportif de France, la finale de la Coupe à Colombes, en présence du président de la République et de 60 000 fanatiques du ballon rond. Cette apothéose du football français, Salva l'a vécu. Il a tenu vaillamment sa place dans un Racing des grands jours, éblouissant, imbattable, qui a ravi à Lille le trophée tant convoité. Madame Salva avait bien raison d'acclamer son grand homme. Ce jour-là, le gosse qui, il y a 20 ans, molestait les boîtes de conserve dans les ruelles de Saint-Eugène, a connu les minutes les plus exaltantes de sa vie. Grâce à des athlètes de cette trempe, le sport nord-africain a atteint le stade qui classe un pays sur le plan international. L'Algérie tente à devenir le réceptacle où la France puise ses meilleurs champions.